Bonjour, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le docteur Reza Lizadefort, professeur assistant au département pédiatrique de l'Université McGill, médecin division allergie et immunologie au Children et au Montreal General Hospital. Il a également participé à plusieurs publications scientifiques et est considéré comme une référence nationale dans son domaine. Bonjour, Reza. Bonjour, ça va Charles? Ça va merveilleusement bien. Encore une fois, merci de t'être libéré pour nous. Tu nous fais vraiment un grand bonheur d'être là et répondre à différentes questions qui proviennent de la communauté au niveau des patients. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est l'AOH versus les virus et vaccins. Est-ce que les vaccins est une bonne solution pour éviter les infections, sachant à quelque part que certains vaccins vont fragiliser le système immunitaire? Écoute, les vaccins ne fragilisent pas tellement le système immunitaire, à vrai dire, ça stimule le système immunitaire à avoir une réponse, pour essayer de se protéger lorsqu'on voit le virus en question ou parfois des bactéries. Donc, hem, c'est sûr que pour des personnes qui souffrent de l'AOH, l'angioédème héréditaire, attraper l'infection chez un certain nombre d'entre eux peut aussi mener à des crises et évidemment, au-delà des crises, ça peut mener à des problèmes, qui sont parfois significatifs. Donc à ce titre-là, recevoir le vaccin peut peut-être soit réduire les crises, soit, réduire les complications de l'infection des infections au-delà des crises. Par ailleurs, c'est pas tout le monde qui, réagit au vaccin en ayant des crises non plus. C'est vraiment une minorité des patients. Donc, chez ceux pour qui c'est un problème, effectivement, ça vaut la peine d'en parler à leur médecin traitant pour, peut-être considérer, de la prophylaxie à court terme juste avant la vaccination. Mais je pense que ça va, être le cas d'un petit nombre de patients et donc quand on regarde risque versus bénéfice, probablement le risque de la vaccination, d'immunisation l'emporte sur les risques et les risques de ne pas se faire vacciner l'emportent. Est-ce qu'on peut tasser du revers de la main la probabilité qu'on reçoive un vaccin puisse causer des crises ou des effets secondaires dus au fait qu'on est atteint de la l'AOH? Non, pas du tout. Comme je viens de dire, chez un certain nombre de patients, ça a été rapporté comme quoi on a vu des patients qui, suite à la vaccination, ont des crises. Mais c'est pas le cas de la majorité, donc il faut faire du cas par cas et puis, pour ceux chez qui ça peut être problématique, faire de la prévention. Pour la majorité pour qui, ça ne causera pas de crise, bah, y aller pour essayer de protéger la population le plus possible. Autre question pour toi, c'est concernant l'AOH et ses symptômes en général. Donc, on peut parler, tu sais, par exemple, de douleurs musculaires, de fatigue. Il y a certains que ça peut-être augmenter les allergies ou quoi que ce soit. Y a-t-il des moyens d'atténuer ces symptômes-là? L'AOH n'augmente pas tellement le risque de l'allergie. Effectivement, des patients qui ont de nombreuses crises, peuvent sentir quand même de la fatigue. Il y a aussi l'anxiété d'en avoir, ça peut rajouter à de la fatigue. Effectivement, il y a de la douleur qui est associée, notamment quand il y a de l'angioédème au niveau de certains membres. Donc, tout ça, c'est vrai, ça peut être associé à de la fatigue, ça peut être associé avec la douleur. C'est sûr que le meilleur moyen de prévenir ce genre de choses, c'est de bien se faire traiter, d'essayer d'avoir les traitements préventifs qui peuvent, hem, prévenir ces crises-là et donc comme ça, on diminue la douleur, on diminue la fatigue. Comme je disais initialement, les allergies, c'est pas tellement un problème qu'on observe plus fréquemment chez le patient OH que dans la population générale. Autre question qui provient également de notre communauté. Il y a plusieurs patients qui trouvent ça assez difficile d'expliquer c'est quoi la maladie à leurs proches, à leurs médecins de famille, puis ainsi de suite.
Aurais-tu une manière de simplifier tout ça afin que ça soit compris par autant les membres de la famille, les amis que les médecins traitants? C'est sûr que, dépendamment à qui on fait face, leur niveau de connaissance est différent et donc il faut s'ajuster à qui on parle. Mais enfin, peut-être pour faire un peu simple, dans l'angioédème héréditaire, il y a, encore une fois pour faire simple, il y a une protéine qui est manquante, soit que cette protéine ne fonctionne pas bien, soit que cette protéine-là n'est pas présente. Et ça peut aller provoquer des problèmes au niveau de nos vaisseaux sanguins qui se dilatent et il y a du plasma qui sort et ça cause de l'enflure. Alors, cette enflure peut attaquer différentes parties du corps. Parfois, ça peut être les lèvres, le visage, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, les organes génitaux, et puis parfois aussi même les intestins, etc. Donc, ça peut provoquer non seulement de l'enflure, mais aussi de la douleur au niveau du ventre. Il y a des gens qui vont avoir des douleurs au ventre de façon répétée. Et donc, c'est très important de savoir que c'est très distinct des allergies. Le traitement est très différent. Et donc, il y a des traitements efficaces qui existent de nos jours pour traiter les crises. Et il y a des moyens préventifs. Donc, il y a des médicaments qui existent pour la prévention de ces crises-là. Les gens qui en souffrent peuvent parfois avoir des attaques récurrentes. Et ça vraiment pourrit la qualité de vie. Ils peuvent aussi avoir parfois des attaques sévères qui provoquent énormément de douleur ou parfois au niveau respiratoire provoquent des problèmes si au niveau de la laryngée, au niveau de la gorge, les choses sont affectées. Ça peut être très sévère. Et donc, savoir aussi quelles sont les choses qui peuvent provoquer les attaques. Parfois, chez certains individus, c'est le stress, c'est l'anxiété. Chez d'autres, c'est des traumatismes. Parfois, c'est des infections, des changements hormonaux. Donc, il y a un certain nombre de choses, mais ce qui est certain, c'est que en donnant des traitements aigus, on peut traiter les crises et en donnant des traitements préventifs, on peut empêcher que ces crises-là arrivent et pourrissent la qualité de vie des gens. En parlant de traitement, justement, une autre question. Euh, c'est quoi un traitement efficace selon toi? Ben, le traitement efficace, on l'observe chez des patients qui n'ont plus d'attaques. Et du moins, s'ils ont des attaques, les attaques sont très peu fréquentes et c'est des attaques qui demeurent légères, qui n'affectent pas tellement la qualité de vie des gens. Donc, c'est comme on peut voir dans ce que je viens de dire, il y a le concept de la fréquence des attaques. Il y a donc, on essaie de réduire la fréquence. Il y a les questions de sévérité des attaques. On essaie de réduire la sévérité pour la rendre à zéro, l'amener à zéro. Et il y a aussi la question de la qualité de vie des gens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des attaques qui sont pas très fréquents et pas très sévères, mais non, n'empêche que ça peut vraiment affecter leur qualité de vie. Il y a des gens qui, tu sais, avec quelques attaques ici et là, parce que ça demeure léger, ça affecte pas tellement leur qualité de vie. Donc il faut en tenir compte de tout ça pour lorsqu'on traite les gens pour dire qu'un traitement est efficace ou pas. Et selon ton expérience, c'est quoi les effets secondaires les plus souvent observés selon les différents traitements? C'est sûr que les traitements qu'on a sont très différents et puis il y a eu énormément de progrès qui ont été réalisés durant les dernières années et durant les Oui, dernières. tout à fait. Si on parle des stéroïdes, euh, bon, il y a beaucoup comme le danazol, euh, il y a beaucoup d'effets secondaires, donc ne serait-ce que des effets virilisants de ces stéroïdes-là, ne serait-ce que des problèmes hépatiques, ne serait-ce que parfois malheureusement avec les stéroïdes, le risque de cancer, etc. Donc il y a beaucoup de traitements avec les stéroïdes, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, les traitements qu'on utilise fréquemment de nos jours par injection, des médicaments injectables, parfois peuvent causer des problèmes au niveau du site
de l'injection. Parfois, ça peut donner des maux de tête, mais globalement, c'est bien toléré. Il y a des médicaments oraux qui existent. Parfois, ça peut donner des effets gastro-intestinaux, de la diarrhée, etc., des effets secondaires gastro-intestinaux et diarrhée. Mais fort heureusement, on a aussi des moyens parfois à réduire ces effets secondaires-là si ça survient chez certains patients. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr qu'il faut faire un choix judicieux par rapport surtout en 2024, par rapport à la sécurité des médicaments qu'on utilise. Et donc faire le bon choix de traitement, essayer de prendre des traitements les plus sécuritaires. Et parfois aussi, quand chez un certain nombre d'individus, de patients, il y a des effets secondaires, parfois, comme médecin, il y a des choses qu'on peut offrir pour essayer d'atténuer ces effets secondaires. Puis comment faire pour un patient qui est présentement sur un traitement qui n'est pas adéquat? Comment ce patient-là peut s'y prendre pour changer de traitement? Je pense que la première chose à faire, c'est que ce patient-là ou cette patiente-là en parle avec son immunologue, son médecin traitant, pour aborder, ce qui est perçu comme étant effet secondaire. Parfois, effectivement, ça peut être l'effet secondaire du médicament, parfois ça peut être quelque chose qui est relié à autre chose. Et la même chose en termes d'efficacité, je pense que c'est très important de parler avec son médecin traitant, avec son immunologue, pour essayer de voir, c'est quoi les problèmes qui fait qu'on pense que ce n'est pas efficace. Et lorsqu'on en parle, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est un peu chanceux en 2024 parce qu'on a beaucoup plus d'options thérapeutiques qu'on avait il y a quelques années. Et donc, une fois qu'on en parle, effectivement, on peut faire des changements. Je pense que comme patient, c'est très important de s'informer aussi. Il y a rien de mal à ça, de s'informer de son côté. Et puis lorsqu'on arrive chez le médecin, il y a des questions qu'on veut poser. On dit: «Écoute, j'ai lu telle chose, je me suis informé, il y a telle option, c'est peut-être que ça va fonctionner mieux avec moi». Je pense que comme médecin, on est ouvert à écouter nos patients, avoir cette discussion, si on pense que, ça peut être une option viable, intéressante pour la patiente ou pour le patient, d'y aller, d'expliquer c'est quoi exactement et puis de commencer ce traitement-là, de faire le changement. Puis si on pense que c'est peut-être pas le meilleur traitement pour le patient ou la patiente, bah, lui expliquer aussi pourquoi on pense que c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc, je pense que c'est cette discussion-là qui peut amener au changement de traitement s'il y a lieu. Il faut aussi savoir que pour les patients, ceux qui ne sont pas au courant, ou certains médecins traitants qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine, que ce n'est pas parce qu'un médicament a été choisi par le ministère que c'est le seul médicament qui est disponible. Il y a des programmes de compassion qui existent, il y a des programmes d'exception également qui existent. Il y a des formulaires à remplir pour ça que le médecin peut avoir accès et que ces formulaires-là, en général, sont toujours accessibles et que même, j'ai entendu dire que ça va être allégé au niveau des procédures. Donc, ça aussi, c'est encore une possibilité. C'est un excellent point que tu amènes, c'est vrai. Autre question, on se dirige plus vers le milieu scolaire et l'angioédème héréditaire. Comment gérer la situation avec le personnel enseignant versus la maladie et les autres élèves? Y a-t-il quelque chose à suggérer par rapport à ça? C'est sûr que encore une fois, ça passe par l'éducation. Donc, il faut voir les gens qui ont le pouvoir décisionnel, les gens qui euh, interagissent avec les élèves, les enfants qui souffrent de l'angioédème héréditaire, voir c'est quoi leur niveau de connaissance. Très souvent, les gens ne connaissent pas cette maladie-là quand même. Donc, leur expliquer de quoi il s'agit, c'est quoi les facteurs qui peuvent déclencher des crises, etc. T'expliquer aussi c'est quoi le traitement brièvement, comment c'est administré. Je pense que beaucoup de gens confondent encore ce problème de santé avec les problèmes d'allergie, leur expliquer que c'est pas exactement la même chose. Mais par contre, on peut aussi dire, bah, vous savez, pour traiter certains enfants qui font des crises d'allergie aiguës au niveau alimentaire, etc., il y a l'épipène. Bah, nous, on a le Firazir.
qui est aussi en auto-injection et donc expliquer que ça peut vraiment améliorer les choses une fois qu'on a ce traitement-là. Donc je pense que ça passe par beaucoup d'éducation. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il y a des sites qui existent, qui distribuent, qui donnent de l'information. Donc, donner, partager avec les gens dans le milieu éducatif ces sites-là pour qu'ils puissent s'informer eux aussi. Et peut-être un troisième volet, c'est que si jamais les intervenants en milieu éducatif ont besoin d'un papier, d'une prescription, etc., ben, on est euh, très ouvert à écrire un petit mot ou à faire faire une prescription, etc. Il y a aussi des cartes dépliants qui disent que certains des patients ont, qu'on peut, pour des gens qui n'ont pas, on peut leur donner ces cartes-là. Et donc, ça dit effectivement, ça confirme le diagnostic, le nom de patient est là, le nom de médecin est là. Donc, c'est des choses que je peux voir qui peuvent aider à éduquer, que ce soit les infirmières, les professeurs, les directeurs, etc., dans les milieux éducatifs. Je sais que tu es très impliqué au niveau pédiatrique. Je ne sais pas si cette question-là, pas cette question-là, mais plutôt cette situation-là t'a déjà été adressée. Parce que nous, on a eu quelques-unes de ces situations-là où des patients, l'établissement scolaire était au courant qu'un patient X, advenant une crise, devait se donner un traitement de tel type de médication, mais que de manière légale, l'établissement scolaire refusait d'administrer le traitement. Et on a fait des recherches beaucoup de notre côté. S'il n'y avait pas des jurisprudences qui existaient au Québec, il n'y en a aucune. La seule qu'on a pu trouver, c'était en Ontario, mais elle ne pouvait pas s'appliquer ici au Québec. Donc, je ne sais pas si avec l'expérience que tu as, la clientèle que tu as déjà vécu cette expérience-là, s'il y a eu une fin heureuse à un événement comme ça. Écoute, non, en général, je n'ai pas eu de problème. Parfois aussi, ça prend, si les prescriptions ne sont pas suffisantes, parfois ça prend un coup de fil de notre part. S'il y a, moi, ça arrivé que les parents me demandent est-ce que ça serait possible de parler avec un tel ou un tel. Et donc, ça, c'est une possibilité. De l'autre côté aussi, je dirais, il y a une question de non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que si on veut amener les questions légales, bah, il y a aussi ça là, hein, qu'on peut évoquer. Et donc, je pense que la plupart des gens, parfois, il y a un confort de par leur manque de connaissances. Donc, quand on leur donne les connaissances qu'il faut, bah, les choses d'habitude se résout pour la plupart des gens. Au moins, on espère que les gens en face de nous sont raisonnables. La plupart des gens sont raisonnables, je dois vous Ouais. avouer. Donc, très souvent, avec la discussion, les choses s'arrangent. On a encore le temps pour deux petites questions. Merci beaucoup de ta disponibilité. On sait très bien que quelqu'un qui est atteint d'AOH, son système immunitaire travaille beaucoup, ce qui cause aussi des effets de fatigue et d'autres effets secondaires comme ça. Mais si on prend cette prémisse-là de base, là, est-ce que le fait que le système immunitaire d'un patient atteint d'angioédème héréditaire travaille davantage qu'une personne normale, entre guillemets, donc qui n'est pas atteinte d'AOH, est-ce que ça peut en résulter avec un vieillissement prématuré du système de quelconque manière que ce soit de certains organes, comprends-tu un petit peu vers quoi cette question-là peut s'orienter? Ouais, je comprends. Écoute, il n'y a pas d'évidence pour le moment que ça soit le cas. C'est pas quelque chose qui est rapporté. Je pense qu'il faut, comme médecin, c'est important qu'on reste aussi ouvert, c'est-à-dire que les choses changent, nos connaissances changent, la recherche avance. Pour aujourd'hui, ça semble pas quelque chose qui est démontré, qui est connu.
mais le point que tu apportes, je pense on va regarder avec le temps, voir s'il y a des évidences qui peuvent le suggérer. Mais je veux quand même rassurer la plupart des patients et de leurs familles qui en souffrent que pour le moment, c'est pas quelque chose qui est connu. L'AOH et la ménopause. Je sais qu'on a plusieurs patientes que ça préoccupe en tant que tel au niveau du changement hormonal et tout ça, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Y a-t-il un moyen d'atténuer certains symptômes par rapport à la ménopause et la gestion des hormones par rapport à l'angioïdème héréditaire? Mais ton point est très pertinent. C'est vrai, durant les changements hormonaux, on voit parfois des changements au niveau des crises d'angioédème. Je pense que c'est important d'en parler avec son médecin quand c'est ce qu'on aperçoit comme patiente. Euh, Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente nos patientes en gynécologie pour de l'hormonothérapie de remplacement. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact positif. Donc, et parfois, on a aussi à ajuster la médication qu'on donne, les doses, etc., la fréquence des injections, si c'est des médicaments injectables. Donc, il y a des choses qu'on peut t'offrir. Donc, c'est important pour ces patientes-là d'en parler avec leur médecin et pour qu'on puisse adresser euh, le problème lorsque ça existe. Selon ton expérience en général, pour ces patientes-là, quand vient le temps de faire des ajustements quelconques au niveau de leur traitement, c'est-tu en augmentant ou en diminuant les traitements selon l'expérience que tu as jusqu'à présent? Je ne vais pas te dire que il y a d'un seul côté que ça, c'est-à-dire, je vois des réalités différentes. Chaque personne est OK. différente. Donc, je ne vais pas dire que c'est toujours en augmentant ou toujours en OK. diminuant. Donc, on tient compte de chaque réalité. On essaie de personnaliser le traitement. Donc, en bout de ligne, là, Mhm. pour résumer toutes les questions, je pense que la meilleure des solutions, c'est tout le temps que ce soit une décision clinique entre le patient et le médecin traitant qui est spécialisé dans ce domaine-là afin d'avoir la meilleure solution et la meilleure avenue possible pour le patient. Entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas de mauvaise question. On est là pour ça. Donc, c'est toujours en discutant. Nous, évidemment, s'il y a des inquiétudes qui ne sont pas exprimées, on ne le sait pas. Donc, on ne peut pas les adresser. Donc, se sentir très à l'aise de discuter avec nous, de nous poser des questions. Comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Et donc, essayer de. Moi, la façon dont je vois, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, et les décisions sont des décisions d'équipe aussi. On ne peut pas, nous, comme médecins, imposer des, des décisions, des traitements. On est là pour informer, discuter des risques, des bénéfices, pour orienter nos patients et nos patientes de la meilleure manière qu'on peut. Tout à fait d'accord avec toi. Puis également, tu sais, au niveau d'information générale pour les patients, vous devez savoir que votre médecin spécialiste en immunoallergie, qui est spécialisé dans l'angioïdème héréditaire, a ses contacts en gastroentérologie, en gynécologie et en d'autres domaines d'expertise qui font en sorte que conjointement vont arriver à une potentielle solution pour faire en sorte d'améliorer votre qualité de vie. C'est vraiment ça. Et puis aussi, je veux ouvrir une fenêtre d'espoir. Les choses avancent très vite dans ce domaine-là. Il y a de plus en plus de médicaments, il y a de plus en plus de choix thérapeutiques. Je regarde en arrière, il y a juste quelques années, on n'avait pas tous les choix, toutes les options thérapeutiques qu'on a aujourd'hui. Les choses avancent rapidement. Donc, ça vaut définitivement la peine de temps en temps de revoir ce médecin. Ça fait quelques temps d'en rediscuter, de dire qu'est-ce qu'il y a de disponible maintenant, est-ce qu'il y a eu du nouveau. Et puis, les choses avancent très vite dans ce domaine-là et ça nous rend très heureux comme médecins de pouvoir vivre ça et de pouvoir guider nos patients pour qu'ils reçoivent
le meilleur traitement possible et qu'ils souffrent le moins possible et que leur qualité de vie en soit affectée le moins possible. Je te remercie au nom des patients, Reza, pour tout ce que tu fais pour eux, qui n'est pas seulement un soutien ou un support, mais je ne sais pas si tu en prends conscience, mais tu changes des vies, tu améliores des vies et tu rends beaucoup de gens heureux autour de toi. Et pour ça, je t'en suis très, très, très reconnaissant au nom des patients de l'association. Et merci infiniment de ton temps, c'est grandement apprécié. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour ton invitation, Charles, et merci à tout le monde.